L'histoire commence avec la naissance du protagoniste, qui a été marqué par un accident impliquant l'ambulance qui transportait sa mère. De l'école primaire jusqu'au lycée, il avait toujours de la fièvre avant chaque examen. Pendant 20 ans, sa vie a été constamment marquée par la malchance. Même lorsqu'il partait en voyage ou en vacances avec ses amis, il se mettait toujours à pleuvoir, ce qui lui a valu le surnom de dieu de la pestilence. Lorsque des donjons ont commencé à apparaître dans le monde, le protagoniste, Fuku, a postulé pour devenir chasseur et a été affecté à la France. Un jour, alors qu'il était assis dans le jardin, Siji, accompagné d'un garçon et d'une fille, s'est approché de lui pour lui demander des informations sur le fonds collectif du groupe. C'est informé qu'il doublait la somme depuis la semaine précédente. Fuku fut surpris d'entendre cela et se le prévint qu'il devrait payer sa part, car il formait un groupe et qu'aucun autre groupe n'accepterait le dieu de la pestilence. À contre-cœur, Fuku remit l'argent, mais c'est le lui arracha des mains et déclara qu'à partir de maintenant, ils travailleraient séparément. La collecte de fonds était quelque chose que seul Fuku pouvait faire, et s'est trouvé même amusant d'appeler cela un groupe. L'autre garçon fit remarquer que c'était un système d'impôt plutôt intelligent, et s'est acquiesça, disant que chaque mois il attribuait des tâches inutiles aux autres, mais que, d'une manière ou d'une autre, Fuku parvenait encore à en tirer un certain avantage. Soudain, il s'est mis à pleuvoir et Fuku s'est mis à courir, se rappelant de la malchance qui le poursuivait depuis sa naissance. Ça ressemblait à une malédiction. Il est allé jusqu'à la guilde des chasseurs pour accepter une mission, mais dès qu'il est arrivé, les gens ont commencé à chuchoter et à l'appeler dieu de la pestilence, gardant leur distance avec lui. Ce jour-là, Fuku s'est retrouvé à aller seul, une fois de plus, dans la grotte des gobelins. En entrant, il a vu un panneau à l'entrée avertissant de l'interdiction d'entrer et d'extraire des minerais. Un homme était là, en train de sceller l'entrée, et il a mentionné qu'aucun chasseur ne devrait être là, car c'était le festival annuel des gobelins et personne ne voulait risquer sa vie. Cependant, Fuku ne le savait pas et il était déjà entré avant que l'entrée ne soit scellée derrière lui. Alors qu'il commençait à miner, la caverne semblait étrangement silencieuse et il pensait pouvoir gérer n'importe quel gobelin qui apparaîtrait. Mais soudain, il découvrit un grand groupe de gobelins qui s'approchait, prêt à l'attaquer. Fuku attrapa son sac à dos et se mit à courir, sans comprendre ce qui se passait. Un elfe l'observait de loin, tandis que Fuku était poursuivi par les gobelins. L'un des gobelins a volé tout l'équipement de Fuku et s'est vite retrouvé acculé, sans issue. Devant lui se trouvait un trou profond et avec les gobelins qui s'approchaient par derrière, il a dégainé son épée pour se défendre. Mais, à son grand désespoir, l'épée était déjà cassée. Lorsque les gobelins se sont encore plus rapprochés, Fuku a perdu l'équilibre et tombé dans le trou. Quand Fuku a ouvert les yeux, il a vu une femme debout devant lui. Il lui a demandé s'il était encore en vie. Elle s'est levée, le qualifiant de personne intéressante, quelqu'un qui était arrivé aussi loin malgré sa malchance. Elle s'est demandé s'il n'était pas la personne la plus chanceuse de l'histoire. Fuku a essayé de comprendre ce qu'elle voulait dire, puis elle a révélé qu'elle était la déesse de la chance. Elle a fait apparaître 99 boîtes de chance et une boîte de calamité, lui demandant d'en choisir une. Elle a expliqué que, s'il avait ne serait-ce qu'un peu de chance, il pourrait mener une vie meilleure. Fuku a hésité, pensant à la calamité. La déesse a insisté pour qu'il fasse un choix, assurant que ceux qui atteignaient les profondeurs du donjon étaient récompensés. Cependant, elle a dit que ce ne serait pas amusant de simplement lui donner la récompense sans aucun défi. Comme véritable épreuve de chance, elle a proposé un pari, qu'il ouvre l'une des boîtes. Même si sa chance n'était que moyenne, il n'y aurait pas de réel danger. Mais, s'il refusait, il serait condamné à vivre dans le donjon pour toujours. Fuku, sachant qu'il n'avait jamais eu de chance, s'est rendu compte que la malchance l'avait suivi jusque-là. À contre-cœur, il a choisi une boîte, et c'était justement la boîte de la calamité, une chance sur 100. Une aura sombre a envahi son corps. Alors, la déesse a expliqué qu'il avait acquis une compétence appelée grande inversion. Elle a dit que cette compétence de calamité inverserait tout, annulant tout le pouvoir qu'il avait accumulé jusqu'à présent. Fuku était sous le choc, et la déesse ajouta que, s'il devait en vouloir à quelqu'un, il devrait maudire sa propre malchance. Cependant, elle suggéra qu'il pourrait avoir une autre chance s'il choisissait de l'adorer. L'un des attributs de Fuku commença à diminuer, et soudain, le sol sous ses pieds se brisa, libérant de l'eau chaude. Lui et la déesse furent tous deux surpris par ce qui venait de se passer. Fuku, étouffé par l'eau chaude, pensa qu'il finirait comme un échec total. Il réussit à sortir de la source thermale, épuisé par la chaleur intense. À sa grande surprise, il se retrouva entouré de gobelins, tous tenant des insignes de chef dans les mains, menés par la reine gobelin. Fuku se souvint que, une fois par an, les gobelins risquent leur vie lors d'une chasse pour choisir un partenaire pour leur reine. En réalisant que c'était justement ce jour-là de l'année, Fuku comprit ce qui se passait. Les gobelins commencèrent à s'approcher et il essaya de s'enfuir, mais il glissa et tomba. Désespéré, il attrapa un petit caillou et le lança sur l'un des gobelins, mais cela eut peu d'effet. Soudain, un énorme rocher tomba d'en haut, écrasant le gobelin. Fuku se rendit compte que la caverne était en train de s'effondrer et que de nombreuses pierres étaient sur le point d'écraser les gobelins. Au bout d'un moment, il ne restait plus que Fuku et la reine gobeline. Elle le regarda avec une expression étrangement affectueuse et Fuku comprit vite que son comportement était inhabituel. La reine gobeline se mit à le poursuivre, voulant qu'il devienne son partenaire. Fuku continua de courir, repoussant ses avances et ayant vraiment l'impression d'être maudit. La scène changea alors pour l'extérieur du donjon où Fuku se trouvait désormais avec l'emblème du chef. Il se demandait ce qu'il devait en faire. L'objet était censé profiter à toute l'équipe, mais plus il le regardait, plus il semblait s'agir d'un objet maudit. Ce jour-là, Fuku apprit que la chance était déterminée dès la naissance. Cependant, il ignorait encore que la chance était aussi un pouvoir capable de tout changer. Une fille remarqua l'objet dans la main de Fuku. Son équipe lui réclamait de l'argent et insistait sur le fait que l'emblème ne valait rien. Fuku répondit que tout le reste avait été emporté, à l'exception de cet emblème. Le garçon d'Ator a confronté Fuku, et les filles ont dit qu'elle lui faisait confiance en tant que coéquipier, mais qui n'était pas comme elle l'imaginait. C'est à demander à tout le monde de se calmer, expliquant que Fuku traversait des moments difficiles. Il a examiné l'emblème et a conclu qu'il n'avait aucune valeur, donc faire un scandale serait une perte de temps. Ils ont décidé de laisser passer pour cette fois. Fuku a demandé si c'était vraiment vrai. Quand s'y a tendu la main pour prendre l'emblème de Fuku, la fille qui avait remarqué l'emblème plus tôt a fait un pas en avant. Elle a demandé à Si s'il était sûr que l'emblème n'avait aucune valeur. Ils ont demandé qui elle était. Elle s'est excusée de ne pas s'être présentée plus tôt et a dit que son nom était une analyste certifiée de place par l'État. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas permettre une tentative de fraude comme celle-ci. Les autres tours sont devenus curieux et ont commencé à chuchoter en entendant le mot fraude. Si lui a dit de ne pas être si dur, qu'il essayait juste d'aider en bon coéquipier. Il a ajouté que ce genre
de choses arrivait souvent entre membres d'un groupe. Il a mentionné que même s'il s'agissait d'un objet de classe légendaire, il vaudrait assez pour acheter un manoir. En entendant cela, les autres ont été choqués et ont commencé à soupçonner que le groupe de Fuku essayait de le voler. Ils les ont traités de salauds. Ai a dit que c'était une forme de fraude de prendre un objet sans en informer correctement le propriétaire. Elle a dit ainsi qu'il devrait avoir honte. Fuku a insisté qu'il devait y avoir une erreur. Si s'est retourné pour partir, mais a averti Ai qu'elle pourrait regretter ses paroles à l'avenir. Après que le groupe de Fuku soit parti, Ai s'est excusée auprès de Fuku en disant qu'elle ne pouvait pas rester silencieuse après ce qu'elle avait vu. Fuku a seulement demandé qu'on le laisse partir. Elle a hésité, lui tenant brièvement la main, puis, gênée, s'est excusée de nouveau et s'est inclinée avant de partir. Fuku demanda alors si l'emblème était vraiment un objet légendaire, car il ressemblait plutôt à un objet maudit et il lui semblait impossible que quelqu'un comme lui possède quelque chose d'aussi précieux. Elle a réfuté ses doutes et a montré sa carte de licence d'analyse, assurant qu'elle n'était pas comme les autres. Elle expliqua que l'emblème de Fuku était la preuve qu'il avait été un chef approuvé et qu'il était classé comme un trésor de classe S, en raison de la difficulté à l'obtenir. D'autres chasseurs s'approchèrent de Fuku, exprimant leur sympathie et demandant à pouvoir sceller l'emblème, tout en mentionnant à quel point il était incroyablement chanceux. Soudain, l'emblème se mit à briller et Fuku se demanda ce qui lui arrivait. La scène changea pour un parc où Si et deux autres étaient assis. SIG, irrité, donna un coup de pied dans une poubelle en demandant pour qui cette fille se prenait pour dire de telles choses devant tout le monde. Il n'arrivait pas à contenir sa colère. Si décida de lui causer des ennuis. Il prévoyait d'appeler d'autres personnes ou même de l'attaquer, espérant que, s'il filmait tout, il pourrait profiter du scandale. Peut-être même impliquer Fuku là-dedans. Il demanda aux autres s'ils trouvaient ça drôle. Soudain, une grande horde de gobelins envahit la ville, attaquant les gens. Des sirènes ont retenti, avertissant que d'innombrables monstres étaient apparus en ville et ordonnant à tous les citoyens d'évacuer immédiatement vers l'abri le plus proche. Tout le monde était choqué que des monstres aient pu arriver aussi loin et se demandait s'ils avaient débordé du donjon. La police aidait les gens à se mettre en sécurité, mais a découvert que plusieurs aventuriers avaient été enlevés à l'intérieur du donjon. Les gobelins transportaient Si, déclarant qu'il deviendrait la base de leur prospérité. Ils ont emmené Si Jion et deux autres personnes plus loin dans le donjon, où des gobelins attendaient impatiemment, toutes excitées par la présence d'hommes humains. Une gobeline a lancé Si Jion en l'air, déclarant que celle qui l'attraperait pourrait le garder. Les trois captifs ont tous été tués sur place. À ce moment-là, Fuku vit l'emblème briller intensément. Il sentit qu'il y avait un appel venant de l'extérieur. Soudain, la porte s'est ouverte et la déesse de la chance est apparue. Elle a pointé Fuku du doigt, en pleurant, et a supplié qu'il lui rende sa compétence. Fuku ne comprenait pas de quoi elle parlait. La déesse secoua Fuku, exigeant qu'il y rende ses pouvoirs. Les gens autour se demandaient qui était cet enfant, remarquant les étranges cornes sur sa tête. Ai s'est interposé entre eux et a demandé à la déesse de se calmer, disant que ce n'était pas un endroit où un enfant devait venir seul. La déesse cria qu'elle était, en effet, une déesse, ce qui fit que les chasseurs la regardèrent avec méfiance. C'était la première fois que l'un d'eux voyait une divinité en personne. Ai demanda si elle était cette fameuse déesse dont tout le monde parlait, celle qui gérait le donjon. La déesse acquiesça de la tête et se présenta comme Air, la déesse qui accorde le salut et les bénédictions aux enfants des hommes. Elle demanda alors à Ai de s'agenouiller. Ai s'agenouilla respectueusement et demanda ce que la déesse désirait. Elle répondit que Fuku lui avait pris quelque chose de très précieux. Choqué, Ai demanda si c'était vrai. Elle insista que Fuku avait pris, en le désignant du doigt. Fuku, confus, se demanda si Air faisait référence à la malédiction connue sous le nom de la grande inversion. Elle confirma et lui demanda de la lui rendre. Fuku répondit que, même s'il le voulait, il ne pourrait pas la rendre. Agacé, Air claqua des doigts et dit « Finissons en tout de suite ». Elle activa alors son pouvoir de pari divin et, soudainement, Fuku et Ai furent transportés dans un endroit étrange. Air expliqua, devant leur surprise, qu'elle était la déesse de la chance et des paris, et que son pari divin pouvait transformer toutes sortes de choses, compétences, attributs et plus encore, en objets de chance. Elle exigea alors que Fuku rende la compétence de la grande inversion. Soudain, quelque chose a explosé de la tête de Fuku, le faisant crier très fort. 2 heures passèrent, pendant lesquelles Air perdit tous ses vêtements et Fuku s'excusa auprès d'elle. Ai tenta de consoler Air, qui semblait frustré. Fuku ferma les yeux et dit qu'au moins, elle devrait lui permettre de rendre l'administration du donjon, ce qu'il considérerait comme un honneur. Air demanda une autre mise, mais Fuku répondit qu'il n'avait plus rien à parier. Elle sourit et dit que, même s'il perdait 100 fois, il gagnerait sûrement à la 101e tentative. Fuku se demanda si c'était l'effet de la grande inversion, mais pensa que si elle était vraiment une déesse de la chance, elle n'aurait pas besoin de proposer des paris. Elle s'approcha et prit la main de Fuku pour vérifier ses attributs. En les examinant, elle fut surprise de voir un nombre incroyablement long dans son attribut de chance. Fuku commenta qu'il semblait que, lorsque sa chance était basse, cela affectait aussi les personnes autour de lui. Air mit à cela, disant qu'en réalité, sa chance était extrêmement élevée. Elle n'avait jamais rien vu de tel. Fuku lui demanda de ne pas plaisanter avec ça, disant que rien de bon n'était jamais arrivé dans toute sa vie. Il se souvint alors de tout, être critiqué simplement pour être en vie, sa maison qui avait brûlé, et la façon dont les membres de son groupe l'avaient toujours traité. Fuku interrompit ses propres pensées, disant que c'était peut-être une erreur et qu'il avait en moyenne 9 accidents par an, et plaisanta en demandant s'il avait un abonnement annuel aux accidents. Air se demanda s'il était possible que quelqu'un ait un niveau de chance aussi bas. Elle expliqua que la compétence de la grande inversion inversait tout. Donc, en réalité, la compétence était au maximum. Elle comprit enfin comment Fuku pouvait avoir une malchance aussi extrême. Elle raplaça de la triche et demanda alors à récupérer ses vêtements. Fuku les lui rendit et elle se rhabilla, commentant que c'était un miracle qu'il soit encore en vie. Elle avertit que si la chance penchait trop d'un côté, cela pourrait être fatal. Fuku haussa les épaules et dit « Peut-être que j'ai juste eu de la chance ». Ils sont tous retournés dans le bâtiment et informa que la compétence était actuellement en possession de Fuku. À ce moment-là, ils entendirent se appeler Fuku, manifestement hors de lui. Il exigeait de savoir comment Fuku avait eu l'audace de faire ce qu'il avait fait, l'accusant d'avoir utilisé l'emblème du chef de clan contre lui. Fuku s'interrogea sur cet emblème alors qu'il sortait un poignard. Il se moqua, disant qu'un dieu de malchance inutile comme Fuku devrait se sentir reconnaissant que c'est utiliser l'emblème et ait même pris la peine de le réparer. Au mieux, Fuku ne pouvait que rester immobile et servir de source d'énergie pour ses jets. Il a lancé le poignard vers Fuku. Terrifié, Fuku se prépara à l'impact, mais Air le traita d'idiot. La dague toucha l'emblème et
sa trajectoire changea soudainement, finissant par atterrir dans une vitrine suspendue à la guilde. La vitrine tomba alors et frappa ceux. R dit à Fuku de bien observer. C'était ça, le véritable pouvoir de la chance. R expliqua que la malchance attire les mauvaises choses et recharge les bonnes, tandis que l'inverse se produit avec la bonne chance. Si la malchance tente de lancer de la malveillance contre une chance écrasante, elle sera renvoyée, perdue en chemin et finira par revenir à son origine. Elle demanda à Fuku s'il écoutait, mais ils se rendirent compte qu'il était complètement recouvert par une nuée d'oiseaux, appelant désespérément à l'aide. Dès qu'il se libéra, Fuku commenta qu'il avait cru qu'ils allaient lui faire une sorte d'enterrement céleste. Elle dit que c'était tous des oiseaux bleus. R avertit que Fuku était un monstre dangereusement malchanceux et que, s'il creusait le sol par erreur, personne ne savait ce qu'il pourrait trouver, du pétrole ou de l'or enfoui. Elle demanda si tout cela arrivait à cause de la compétence de la grande inversion. R confirma et dit à Fuku de bien s'en occuper. Fuku n'y croyait pas encore totalement, mais il sentit alors de la chaleur et remercia. Elle lui dit de simplement considérer cela comme une bénédiction. Soudain, un téléphone apparut à côté d'elle et elle répondit, disant qu'il était juste devant elle. Et dit avec enthousiasme à Fuku que maintenant il était son disciple et qu'il devait l'adorer et la complimenter. Elle lui souhaita la bienvenue dans sa secte. Elle appela, mentionnant qu'il y avait beaucoup de plaintes à la guilde concernant les jeux de Tazar d'Eran, et fit comme si elle n'était au courant de rien, mais la traîna, disant que de nombreux aventuriers avaient vu R leur imposer une compétence désastreuse pour les transformer en ses disciples et qu'il voulait annuler cela, ajoutant que ce n'était pas une bénédiction d'utiliser une compétence aussi dangereuse pour recruter des adeptes religieux, et répondit qu'elle encourageait l'indépendance parmi ses croyants, et fit remarquer que cela ressemblait plutôt à une menace, et dit qu'elle avait aussi des circonstances qu'elle ne pouvait pas éviter, puis expliqua comment le rang d'un dieu était déterminé par le nombre de fidèles. Gagner des fidèles augmentait le rang, tandis qu'en perdre le faisait chuter. Si un dieu perdait toute sa foi, il se voyait retirer sa divinité. Elle révéla que sa position était la 61e, la deuxième plus basse parmi les dieux, et demanda ce qui se passerait si elle perdait sa divinité. R devint nerveuse et parla à voix haute. Elle attira plus près et Fuku supplia pour qu'elle ne disparaisse pas, exprimant sa gratitude, et serra Eran dans ses bras, lui assurant que les autres comprendraient. Ils décidèrent alors d'augmenter le prestige d'Eran grâce à leur force. Elle ajouta que, même si cela ne semblait pas évident, elle avait vraiment des relations. Ils arrivèrent à un temple qui, selon elle, était apparu il y a 3 ans, mais n'avait pas encore été conquis. C'était un donjon de niveau A, appelé le Grand Labyrinthe de Fer. Fuku découvrit que le taux de survie n'était que de 30%, et que des chasseurs classés C ou plus devaient accompagner toute équipe tentant d'y entrer. Elle répondit, ne t'inquiète pas, car elle avait aussi un chasseur de rang B. Fuku se sentit mal à l'aise, mais Eran lui dit que, s'il utilisait sa chance, tout irait mieux pour lui. Ils l'encouragèrent à continuer d'avancer, et Eran lui demanda ce qu'il faisait planter là. Lorsqu'ils sont entrés, 2 hommes les observaient en cachette. Fuku fut surpris, car c'était complètement différent de la caverne des gobelins qu'ils avaient trouvée auparavant, et expliqua que ceux-là étaient les rois des murs du donjon. Il demanda s'ils seraient capables de conquérir cet endroit, puisque personne n'y était parvenu en 3 ans. R et demanda ce qu'il pensait que les donjons étaient, expliquant qu'il s'agissait de lieux où les dieux donnaient des épreuves et des bénédictions aux humains qui avaient perdu la foi en eux. Ils descendirent les escaliers et acquiesça, ajoutant que c'était pour cette raison qu'il y avait autant de donjons au Japon, et dit que ces humains étaient des hérétiques sans foi. Comme il s'agissait d'un territoire inexploré, tout éventuel piège aurait déjà dû être désactivé, mais il demanda de rester prudent pendant qu'ils avançaient, et pensait qu'il ne restait peut-être pas beaucoup de pièges. C'est là que la chance entrait en jeu, mais il avertit de ne pas ouvrir les coffres au trésor au hasard. Soudain, ils virent l'une d'elles se faire capturer par un monstre mimique, et expliqua que les mimiques digèrent leurs victimes jusqu'aux os si elles sont capturées, et courut pour la sauver, mais fut elle aussi capturée. Alors, toutes deux appelèrent Fuku, lui demandant de les sauver. Fuku attrapa une épée et attaqua le mimique, criant pour qu'il laissait et tranquille. Son pied glissa, et il frappa la boîte où le mimique était caché. La boîte déclencha un piège et une pluie de flèches la transperça, tuant le mimique. Et transpirait de soulagement, et remercia Fuku de les avoir sauvés, et avoua qu'elle était vraiment terrifiée. Fuku dit que l'important, c'était que tout le monde allait bien. Il examina alors les restes du mimique et trouva une clé. Soudain, un groupe de personnes arriva, en disant que cela avait valu la peine de les suivre. Ils capturèrent et exigèrent la clé, menaçant de leur faire du mal s'ils ne la recevaient pas. À ce moment-là, la main de Fuku commença à crépiter d'électricité. Pointant la main vers les agresseurs, il révéla le pouvoir de la chance. Un trou s'ouvrit soudainement sous le groupe, qui commença à tomber. Fuku attrapa la main d'Ayasa pour la sauver, promettant qu'il ne la laisserait pas tomber, et a aussi aidé à tirer Fuku vers le haut, déclarant qu'elle ne les laisserait pas tomber. Mais à la fin, tout le monde tomba dans le trou. Aya, encore blessée, réussit à se relever et remarqua Erran au loin. Elle se demanda où était Fuku. À sa grande surprise, elle découvrit qu'elle était assise sur lui. Gênée, elle le frappa rapidement et se releva. Fuku avait besoin de soins médicaux. Il insista pour dire qu'il allait bien et elle le reconnut, et fit remarquer qu'il semblait qu'ils étaient prêts à se relever. Et Fuku, encore un peu perdu, se demanda ce qu'il était advenu des autres qui étaient tombés avec eux. Aya expliqua que tout le monde était inconscient et avait déjà reçu les premiers soins. Fuku fit remarquer combien il était regrettable qu'ils aient été attaqués par d'autres aventuriers. Aya répondit cependant que ce genre de choses était courant lorsqu'il y avait un trésor en jeu. Le groupe regarda alors la clé, se demandant si elle appartenait au trésor qu'ils poursuivaient. Aya suggéra qu'elle pourrait ouvrir la chambre au trésor. Erran, impatiente de continuer, déclara qu'il n'y avait pas de temps à perdre et les encouragea à poursuivre la recherche du trésor. Aya l'a averti d'attendre, prévenant qu'il pourrait y avoir des pièges devant, mais avant que je puisse arrêter, Erra marcha sur un piège, déclenchant une pluie de lances qui volèrent dans sa direction. Alors que je courais pour aider, un cri venant de Fuku se fit entendre, et un groupe de monstres volants apparut, les attaquant. Pris de panique, Fuku et Aya attrapèrent, et ils s'enfuirent, terrorisés par les monstres. Erran, maintenant perché sur l'épaule de Fuku, ne put s'empêcher de réfléchir au fait que, même en étant en danger, elle finissait toujours par se retrouver dans ce genre de situation lors de ses aventures. Erran fit remarquer que, d'une certaine manière, ils avaient réussi à s'en sortir la dernière fois, mais que maintenant, ils devaient compter sur la chance de Fuku. A également pris sa main, disant que c'était pour la sécurité de tous. Fuku, perplexe, demanda pourquoi les donjons étaient si dangereux, en commentant que c'était une occasion rare de poser la question à une déesse. Erran, ravi d'être reconnu comme quelqu'un d'important, sourit et expliqua que tout tournait autour des
des épreuves et des bénédictions. Depuis les temps anciens, les dieux donnaient des épreuves aux humains pour les aider à survivre et à coopérer avec les bénédictions. Elle poursuivit en disant que, bien que les dieux aimaient les humains, ils les punissaient parfois aussi. Les humains, quant à eux, apprenaient à respecter et à remercier les dieux. Cependant, avec le temps, la foi s'est perdue et c'est pour cette raison que les dieux ont créé les donjons, afin de rappeler aux humains de garder leur foi envers les dieux. Elle ajouta que ce n'était pas une histoire tragique et qu'elle ne voulait pas l'oublier. Quand Fuku la regarda avec une expression déçue, Hera lui donna une petite tape sur la tête, lui disant de ne pas faire cette tête-là et de se concentrer sur la recherche du trésor pour qu'ils puissent partir. Ils se demandèrent alors comment ils allaient sortir de là, car il commençait déjà à faire sombre et l'endroit ressemblait à une maison hantée. Soudain, elle serra Fuku dans ses bras avec force, effrayée par le bruit d'une pierre qui tombait. Elle avait peur et s'accrocha à lui, son cœur battant la chamade. Tremblant, Erran les rassura en disant qu'il n'y aurait pas de fantôme ici, car il s'agissait d'un donjon sacré. Cependant, Aya fit remarquer que le visage d'Erran était devenu très pâle. Soudain, ils entendirent quelqu'un demander de l'aide. Hera saisit le cou de Fuku avec force et il gémit de douleur, lui demandant de le lâcher. Aya suggéra qu'il s'agissait peut-être d'un autre groupe d'aventuriers en difficulté. Ils trouvèrent quelques personnes prisonnières dans une cellule, suspendues là, complètement sans défense, et devint méfiant, se demandant s'il ne s'agissait pas d'un piège. L'homme dans la cellule, cependant, insista sur le fait que c'était la déesse du donjon qui leur avait fait cela. Il expliqua qu'un de ses compagnons était parti chercher la clé, que Fuku remarqua être dans la main de l'homme lui-même, ressemblant à celle que les agresseurs précédents tenaient. L'homme demanda si tous les autres allaient bien, et en apprenant qu'il ne les avait pas trouvés, il insista pour qu'ils partent à leur recherche. C'est alors que la déesse du donjon apparut, avertissant que cela poserait problème, car ces personnes étaient ses fidèles. Elle se présenta comme la grande déesse responsable du labyrinthe de fer, la déesse du chemin, Via, qui occupait la 45e place dans le classement. Erran, sans se laisser impressionner, la traita d'inutile et de dépassée. Via, de son côté, critiqua Erran pour avoir osé entrer dans le donjon d'un autre dieu. Elle exigea alors de savoir pourquoi elle emprisonnait des humains, insistant sur le fait que cela n'avait rien à voir avec des épreuves. Via répondit que leurs actions étaient inutiles et que ce que les dieux désiraient vraiment, c'était la foi. Elle expliqua qu'elle avait enchaîné les humains, mais en avait laissé certains s'échapper pour répandre des rumeurs. Elle les avait rassemblés en un seul endroit pour concentrer la foi, car il ne manquait jamais de gens pour les rechercher. Elle les a réunis en un seul endroit pour concentrer la foi, car il y avait toujours quelqu'un attiré par la promesse d'un trésor. Elle est même allée jusqu'à dire à Erran qu'il pouvait la copier s'il le voulait. Elle s'est alors mise en colère contre les actions de Via, mais Via a répondu calmement que sa méthode fonctionnait bien. Utiliser les humains pour les forcer à adorer. Elle a affirmé qu'il devrait la remercier pour ses méthodes. Via a alors révélé que le dieu de la probabilité avait vaincu Erran parce qu'elle ne faisait que prononcer des mots doux et gentils. Les dieux, cependant, valorisaient avant tout les systèmes et l'efficacité. Elle a rejeté les idéaux d'Erran comme dépassés et a soutenu que quelqu'un qui n'était pas capable de générer une foi adéquate n'avait aucune valeur. Fuku, se souvenant de la façon dont il avait été traité de manière similaire par le passé, fit un pas en avant avec une vague de puissance, disant à Via qu'il en savait beaucoup sur le destin et la chance. Bien qu'Erran ne soit peut-être pas la plus puissante, Fuku la prévint de ne pas s'en prendre à sa déesse. Furieux, Fuku resta ferme et Erran lui demanda rapidement de se calmer. Via, impassible, déclara que c'était son donjon et, d'un geste de la main, invoqua un monstre gigantesque. Elle annonça qu'elle infligerait aux faibles fidèles le jugement duel. La créature s'élança contre Fuku, prête à attaquer. Le Minotaure apparut devant eux, dégageant une pression immense, et comprit que même un groupe d'aventuriers de rang n'aurait pas pu le vaincre facilement. Malgré la chance incroyable de Fuku, son adversaire était extrêmement dangereux. Fuku ne pouvait gagner qu'en comptant sur sa chance. Il n'y avait pas d'autre moyen. Le monstre brandit son arme contre lui, mais Fuku l'esquiva facilement. Le Minotaure lança une série d'attaques explosives, touchant à plusieurs reprises, mais Fuku continuait d'esquiver, courant, pensant qu'il devait tout laisser à la chance. Il savait que c'était une décision à deux options. Soit il esquivait, soit il se faisait toucher. Via observait attentivement, commentant que Fuku était un cas intéressant. Son équipement et son corps étaient faibles, et il ne semblait avoir aucune expérience en combat. Pourtant, elle remarqua qu'il esquivait purement par instinct. Une autre attaque se dirigea vers Fuku, mais il esquiva de nouveau et réussit à attraper un emblème. Via a ordonné au monstre d'attaquer avec plus d'efficacité. Un coup puissant a été dirigé vers Fuku et Ei a crié pour qu'il s'enfuit. Fuku s'est rendu compte que Veia avait modifié la trajectoire de l'attaque. Lorsque le coup a frappé, Ea a levé un bouclier défensif, mais n'a pas pu le bloquer complètement, étant touché à la main. Viasa a commenté que, bien que Fuku aurait dû réussir à esquiver, il a simplement eu de la malchance avec son adversaire. Elle s'est excusée, disant qu'elle n'était pas assez forte pour bloquer, et a expliqué que Via était la déesse du chemin. Elle guidait les égarés et protégeait la sécurité des voyageurs, menant tout à sa destination finale. Via a ajouté que ses attaques guidées touchaient toujours leur cible. Le monstre s'est avancé vers eux et Ea a demandé la retraite, notant que leur compatibilité était mauvaise. Fuku s'est levé et a demandé à Ei de s'occuper d'Ea pendant qu'il libérait l'électricité. Ea a demandé ce qu'il comptait faire. Il a dit qu'il allait se battre et qu'il avait déjà appelé des renforts. Le monstre a lancé une autre attaque puissante contre Fuku, mais à ce moment-là, des gobelins munis de boucliers sont apparus pour bloquer le coup. Erran s'est souvenu de l'emblème du chef tribal. De nombreux gobelins sont arrivés pour aider, et Via a remarqué que Fuku était capable de contrôler des monstres de bas niveau. Soudain, des gobelins assassins se sont joints au combat pour aider Fuku et ont foncé sur Via, mais son monstre les a tués facilement, sans qu'elle ait même à bouger. Elle a commenté que, même si utiliser un grand nombre était une bonne idée, à une époque d'armements militaires avancés, il était plus efficace d'améliorer la performance individuelle. Veia avait apporté plusieurs modifications à son monstre, créant de nombreux points faibles sur son corps. Les gobelins ont essayé de protéger Fuku, mais ils ont tous été tués facilement, y compris celui qui se trouvait juste devant lui. Via a déclaré sa victoire et a proposé un accord. Fuku avait éveillé un certain intérêt chez elle, et elle lui a demandé de rejoindre son camp. Elle a expliqué que cela s'appelait la chasse aux têtes. Cela n'effacerait pas ce qu'il avait fait, mais à partir de ce moment-là, il devrait l'adorer elle au lieu d'Erran. En échange, elle utiliserait son aide pour aller plus loin.
loin. Elle a aussi promis d'épargner Eren s'il acceptait de la suivre. S'il refusait, elle tuerait les trois. Fuku s'est tourné vers Eren et l'a remercié de lui avoir montré la lumière après 20 ans dans l'obscurité. Sa chance commençait à lui devenir familière et il se demandait si cela serait suffisant pour vaincre le monstre. Il devait beaucoup à Eren et il se demanda si ce pouvoir réussirait vraiment à le vaincre. Elle lui assura que oui et lui dit d'y aller avec confiance et d'écraser le monstre. Il s'avança et Veilla comprit que les négociations étaient terminées. Le monstre attaqua Fuku à nouveau, mais cette fois, il arrêta l'arme avec son propre pouvoir, ce qui laissa Via momentanément confuse. Cependant, elle retrouva vite son sang-froid, sachant qu'elle avait encore beaucoup d'autres tours dans son sac. Fuku pensa au missile et remarqua le gobelin écuyer encore vivant sous sa jambe. Soudain, toutes les attaques du monstre furent lancées en même temps. Fuku sauta avec une attaque de bouclier contre le monstre. Veilla fut choquée de voir Fuku esquiver toutes les attaques du monstre et s'approcher d'elle, jusqu'à finalement l'attraper. Elle demanda s'il essayait de se suicider. Il supposa que c'était ça, tout misé sur la chance. Puis, une explosion massive eut lieu. Via se considérait comme une déesse qui observait les voyages et guidait les égarés. Cela semblait être une pensée noble, mais en réalité, elle n'était qu'une personne inutile qui ne savait que donner des directions. Même ce rôle a fini par être remplacé par des machines, et elle est progressivement devenue superflue. Elle ne voulait pas être oubliée, mais ce que les gens recherchaient, c'était l'efficacité. Elle était allongée après l'attaque de Fuku, et son monstre avait déjà été vaincu par lui. Fuku est tombé au sol, mais est venu le soutenir, disant qu'il avait vraiment accompli quelque chose d'incroyable. Il était tellement heureux d'avoir vaincu ce monstre. Elle lui a dit de ne pas essayer de jouer les héros, car ce qu'il avait fait était pratiquement autodestructeur. Il n'arrivait plus à penser à rien d'autre. Ea est aussi arrivé et a dit que Fuku avait vraiment réussi. Ensuite, il a suggéré qu'il retourne au bâtiment après s'être reposé. Tout le monde a été libéré, mais un homme a attrapé Via et était sur le point de la poignarder avec une épée. Fuku l'en a empêché. L'homme était furieux. Ils avaient été enfermés pendant 3 semaines et n'auraient jamais la paix si Via restait en vie. Cependant, Fuku a refusé la demande. Via s'est souvenu d'une époque dans le passé où elle avait aidé un petit enfant à retrouver son chemin après s'être perdu dans la forêt. Comment ces hommes pouvaient-ils dire que ce genre de comportement était désormais inacceptable? Maintenant que tout le monde était en sécurité, s'il y refaisait quelque chose de ce genre, Fuku s'en occuperait. Elle s'excusa profondément pour ses actes et pleura abondamment. Fuku lui dit que ce n'était pas grave et lui demanda de ne plus recommencer. Surprise par sa gentillesse, elle se mit à pleurer encore plus. À la guilde, tout le monde fêtait parce que Fuku avait nettoyé le labyrinthe et aussi parce que Han avait monté en grade. Il remercia tout le monde chaleureusement. Eren lui demanda pourquoi il avait l'air si distrait. Après tout, c'était lui la star du jour et il devrait l'être plus heureux. Han expliqua que c'était parce que c'était la première fois que quelqu'un en dehors de sa famille le félicitait. Eren apporta un énorme gâteau pour fêter ça. Fuku voulut aider à le soulever, puisqu'Aya était blessée, mais elle insista en disant que ça allait. Soudain, elle ressentit une douleur aiguë et le gâteau glissa, tomba et atterrit d'une façon ou d'une autre sur Fuku. Rapidement, il attrapa Aya avant qu'elle ne tombe et lui dit de faire plus attention à cause de sa blessure. Ils examinèrent alors le gâteau et remarquèrent quelque chose avec Eren. Fuku sortit même une épée et Aya expliqua qu'il s'agissait de l'épée Guidariad, un butin rare du Minotaure et un objet légendaire. Er dit que c'était un bon cadeau d'excuse, mais il commenta que le jugement du chef de son clan était encore plus impressionnant. Fuku se demanda s'il arriverait un jour à rivaliser avec ça. Eren s'est énervé et a dit qu'il valait probablement mieux qu'elle ne devienne pas sa subordonnée. Un homme portant un masque s'est approché et a appelé Fuku, disant que c'était leur première rencontre. Il s'est alors présenté comme Tomaga, le directeur de la guilde. Aya s'est incliné respectueusement et les autres aventuriers ont suivi son exemple. Fuku a été surpris par leur réaction. Tomaga a expliqué que l'énergie était la chose la plus importante pour tout le monde ici. Ensuite, il a examiné la main de Fuku, le félicitant non seulement pour avoir conquis le donjon difficile, mais aussi pour avoir sauvé les otages. Fuku se demanda pourquoi quelqu'un comme Tomaga était là. Tomaga a remis à Fuku une nouvelle carte de la guilde qui avait l'air vraiment haut de gamme. Il a dit que la carte était toujours de rang E, mais que les règles étaient différentes et que le rang C serait déjà très bien. Avant de partir, il a exprimé sa gratitude envers Fuku et l'a encouragé à continuer à monter de niveau. Fuku s'est incliné en signe de remerciement, montrant ainsi son respect. Quelques aventuriers vêtus d'armure dorée se sont approchés de Fuku, disant que c'était incroyable qu'il ait conquis un donjon inexploré en seulement un jour. Ils se sont demandé si tout cela était aussi grâce à la bénédiction du dieu de la chance. Aya a acquiescé, mentionnant que s'échapper de l'explosion avec seulement des blessures légères, c'était entièrement grâce à Eren. D'une voix lente, elle a dit à Eren que c'était sa chance d'obtenir de nombreux fidèles. Eren était en train de manger du gâteau et a dit à tout le monde qu'avec le pouvoir de sa chance, elle sauverait tout le monde, peu importe la force de l'ennemi. Tout le monde a applaudi et a profité de ses boissons. Un homme en armure dorée a dit à Fuku qu'il voulait son aide pour quelque chose et que lui comme sa déesse serait ravi si le nom de Fuku se répandait. Ils ont commencé à emmener Fuku et Aya s'est demandé où ils allaient. Pendant que les gens faisaient l'éloge d'Eren, elle a dit que c'était entièrement grâce à Fuku et que ce n'était pas un grand cadeau, mais qu'elle pourrait le transformer en son serviteur. C'est alors qu'elle s'est rendue compte que Fuku n'était pas là. Aya lui a dit que Fuku était parti avec les hommes en armure et qu'il pensait que c'était pour aider quelqu'un. Quand Fuku est allé aider, il a découvert l'objet et une dame a dit que cela n'avait pas été trouvé depuis 220 ans. Tout le monde était euphorique parce que Fuku l'avait trouvé en seulement 5 minutes. La dame lui a offert de l'argent en signe de gratitude, mais Fuku a insisté sur le fait qu'il n'était pas nécessaire de le remercier. Un homme chauve en armure dorée dit à Fuku de ne pas être timide, expliquant qu'accepter des récompenses de ce genre faisait partie des bonnes manières. Ils ont pris une petite partie de la commission et ont donné le reste, une somme énorme pour Fuku. Ses mains tremblaient alors qu'il essayait de refuser l'argent. L'homme, nommé Kawada, était un dévot de Merkar, le dieu de l'argent. Il dit à Fuku qu'il voulait le récompenser comme il le méritait. Pendant ce temps, Yamada et Yoshida commentaient que la gratitude était quelque chose de naturel dans ce monde et qu'il n'y avait aucun
aucun problème à accepter une somme aussi importante. Fuku n'avait l'habitude de recevoir des récompenses que par le biais de missions de la guilde, donc c'était nouveau pour lui. Ils ont mentionné qu'ils étaient eux aussi des adeptes du dieu de l'argent et qu'ils avaient un don pour repérer ce genre d'opportunité. Ils ont demandé à Fuku de les aider le lendemain, promettant qu'ils gagneraient ensemble. Et Aya observait toute la scène, cachée derrière les buissons. Aya a demandé à et si c'était vraiment bien de ne rien dire à Fuku, et a répondu que ça ne la dérangeait pas, que les gens allaient obtenir le contrat et plein d'autres choses dans les prochains jours, et beaucoup d'argent dès le début. Yamada et Yoshida se demandaient à voix haute où ils allaient dépenser tout cet argent. Kawada a remis la part de Fuku à ce dernier et a même ajouté un bonus. Ils se sont aussi proposés de venir le chercher et de le ramener, s'il le voulait, mais Fuku a refusé en disant qu'il apprenait à gagner par lui-même. Aya et on continue à le suivre, et R a mentionné une fois de plus que Fuku était son serviteur. Yamada a dit à Fuku que pour gagner de l'argent, il avait besoin d'expérience, et que la prochaine fois, il pourrait aller au casino pour l'entraîner. Soudain, une fille s'est approchée d'eux en tenant un prospectus. Elle a dit que l'annonce promettait qu'il pouvait tout retrouver, et a demandé s'il pouvait l'aider à retrouver Marie, sa petite chatte, qui avait disparu depuis 3 jours. Kawada a demandé combien elle paierait pour le service. La fille a répondu qu'elle n'avait pas d'argent. Fuku a dit que ce n'était pas grave de l'aider et que l'argent n'était pas nécessaire. Mais Kawada a insisté sur le fait qu'il n'aiderait pas sans paiement. Malgré tout, la fille a regardé Fuku avec confiance et l'a supplié de retrouver Marie. Yamada l'a tirée à l'écart et lui a dit de ne pas être capricieuse. C'était leur travail, et si elle ne pouvait pas payer, elle devait rentrer chez elle. Pendant ce temps, Yosha emmenait Fuku pour fêter ça. Ils étaient en train d'emmener Fuku quand R s'est mise en colère contre leur cruauté. À ce moment-là, Aya s'est soudainement levée et R lui a demandé pourquoi elle s'était levée si brusquement. Aya est sortie de la cachette et a prévenu que ces personnes l'avaient peut-être vue. Fuku a entendu la voix d'Aya et a demandé comment il pouvait l'aider. Soudain, elle l'a projetée au loin avec une force sourde. Surprenant, et les deux autres hommes se demandaient ce qui n'allait pas chez elle et pourquoi elle était accroupie de cette façon. Ils ont dit que mettre un prix même sur la bonté était cruel et qu'il devrait avoir honte. Kawada s'est levé furieux et a demandé si elle comptait se battre contre les croyants du dieu de l'argent. Fuku a agi différemment cette fois-ci. Il avait l'intention de rendre tout l'argent à Kawada, mais Kawada, faisant semblant d'être bienveillant, lui a demandé à quoi il pensait après tout ce qu'ils avaient fait pour lui. Fuku a répondu fermement qu'il ne vendrait pas son cœur. Alors, il s'est approché d'Aya, s'est excusé et elle l'a rassuré en disant qu'elle n'était pas inquiète parce qu'elle savait qu'il ne changerait pas et qu'elle avait confiance en lui. Gênée, Fuku a invité la fille à aller chercher Marie avec lui. La fille les a joyeusement emmenés avec elle aussi. Kawada est devenu encore plus furieux et a dégainé son épée avec les autres, prêt à se battre contre Fuku. Il a averti que ce n'était pas la bonne voie, affirmant qu'ils avaient trouvé une bonne mine d'or. Il a accusé le serviteur d'une déesse de second ordre de trop se montrer et a menacé de tout rapporter à Merkar. À ce moment-là, un énorme chat est apparu derrière Fuku et a demandé ce que Kawada comptait faire ensuite. Kawada a vu le chat et a compris qu'il s'agissait de Merkar, le dieu de l'argent. Fuku se demandait si ce gros chat était vraiment Merkar. Kawada a dit que ces hommes interféraient dans leurs affaires et a demandé à Merkar d'utiliser son pouvoir pour leur donner une leçon. Merkar a donné un coup violent à Kawada, le projetant au sol et l'a réprimandé pour sa grossièreté. Les 3 hommes se sont enfuis rapidement. La jeune fille a serré Merkar dans ses bras avec force, l'appelant Marie et disant qu'elle s'était beaucoup inquiétée pour lui. Fuku et Aya ont été surpris d'entendre cela. Merkar a expliqué que ces hommes avaient causé des problèmes et Aya a promis de s'excuser d'avoir levé la main contre eux. Merkar a dit que cela avait été une bonne leçon pour les 3. Fuku a admis que Merkar l'avait vraiment impressionné. Merkar répondit que, s'il était vraiment impressionné, il aimerait transformer un serviteur comme Fuku en un véritable homme, mais qu'il devait partir car une femme était jalouse et il n'oserait pas rester pour les saluer davantage. Merkar fit ses adieux et promit qu'il se reverrait bientôt. Ils ne comprirent pas très bien, mais Merkar expliqua qu'il s'agissait d'une convocation d'urgence venant directement de Tomaga. Lors de la réunion, tous les dieux et leurs serviteurs sont venus vers moi. Il remercia Tom et Tommy d'être venus et voulut leur poser une question à propos de la conquête d'un donjon. Alors Tommy montra la jungle de béton qui était actuellement l'un des plus grands donjons du pays. Quelqu'un fit remarquer que la taille estimée était de 11 km. Tommy réfuta, expliquant que ces données dataient de la semaine dernière. Actuellement, elle s'était étendue à environ 34 km et continuait de croître rapidement. Si elle n'était pas contenue, tout l'archipel japonais serait englouti en seulement 3 mois. C'est pourquoi ils avaient besoin de l'aide de tous, surtout de ceux qui avaient de l'expérience dans la conquête de donjons. Il remercia tout le monde lorsque la demande fut acceptée. La scène changea alors pour Ardell, la déesse de la fertilité et administratrice de la jungle de béton. Ere dit à Ardell que Tommy était pâle comme un fantôme. Ardell demanda si c'était vraiment si grave que ça, en disant qu'elle faisait juste créer un nouveau donjon et arroser les plantes pendant qu'elle poussait si vite. Eril cria que c'était la faute d'Ardell et lui donna une tape amicale sur la tête. Tuko dit que tout allait bien, tandis que Merkar ajouta qu'on ne pouvait pas changer ce qui avait déjà été fait. Le temps de l'homme n'est ni dans le passé ni dans le futur, mais dans le présent. Puis, il fit remarquer qu'Ardell n'était pas un homme. Aya dit qu'il pouvait faire quelque chose avec l'arbre originel, alors tout irait bien. Elle se demanda si le plan de la guilde fonctionnerait vraiment et que, si ce n'était pas le cas, tout le monde serait dans le pétrin. Aya expliqua alors tout le plan. Merkar demanda à et si elle allait aussi venir avec eux. Elle refusa, rappelant à tous sa condition lors du pari avec Fuku. Comme elle avait perdu, elle lui devait quelque chose et devait rester à ses côtés. Merkar dit qu'il s'occuperait des choses et qu'elle ne savait peut-être pas ce qui pourrait arriver. Il se demanda aussi pourquoi il provoquait toujours des scandales. Avec l'aide d'une épée, Fuku utilisa une compétence de guide pour montrer le chemin à travers le donjon et Merkar fut impressionné par sa puissance. Aya expliqua que c'était une arme divine et que, tant qu'il la suivait, il ne rencontrerait pas de grands dangers. Fuku ouvrait la marche, tandis qu'Aya était fatiguée et fit remarquer que le terrain était difficile et compliqué à traverser et qu'il ne semblait y avoir aucun monstre. Aya acquiesça, notant qu'il n'en avait pas vu non plus. Soudain, Fuku remarqua quelque chose
chose et se demanda ce que c'était. Aya dit que c'était peut-être son imagination. Ce qu'il n'avait pas remarqué, c'est qu'Iran était déjà en train d'être tiré par un fouet. Lorsque Fuku se détendit, Aya fut elle aussi emportée. Soudain, quelque chose attrapa la jambe de Fuku et ils réalisèrent que c'était la liane d'un esprit de l'arbre. Ere se demanda pourquoi ce genre de choses lui arrivait toujours et courut pour aider et tira avec son arme électrique sur le fouet, ce qui électrocuta aussi hier. Mais elle réussit à se libérer après cela et échappa également à l'esprit de l'arbre. Et s'excusa, disant qu'il semblait que son arme électrique ne fonctionnait pas sur la liane, mais qu'elle affectait Ere. Fuku attaqua l'esprit de l'arbre géant en lui assénant un coup critique de 82 et le tua. Il dit que c'était kit ou double et se réjouit que son épée ait si bien fonctionné. Le personnage se demanda pourquoi un arbre normalement pacifique se comportait de cette façon. Elle trouva alors une noix du pouvoir. Lorsque Fuku, tout excité, tendit la main pour la prendre et le prévint que cela ne servirait à rien de la manger, car utiliser sa capacité lui ferait perdre de la force. Quand Fuku demanda s'il pouvait la donner à et à manger, elle refusa, disant qu'elle était très précieuse et rare. Elle valait environ 500 000 yens sur le marché. Fuku a répondu qu'elle pouvait le manger, car ce serait du gaspillage de le laisser là. De plus, elle a vraiment beaucoup aidé, et il l'offrait en cadeau à un compagnon important, Eva. Puis elle est allée de l'avant, disant aux autres de la suivre. Elle se souvint de son passé dans un donjon où elle avait un jour couru vers le groupe, disant qu'un autre groupe était attaqué par des monstres et qu'il devait l'aider. Cependant, les filles ont refusé, ne voulant pas prendre de risques, et ont dit à Aya que, si l'autre groupe était éliminé, le butin leur reviendrait. L'une d'elles a même qualifié cela de profit opportuniste. Aya a continué d'insister pour qu'elles aillent aider, mais la chef a frappé la table de la main, exprimant à quel point elle trouvait agaçant le sens de la justice d'Aya. Elle a dit à Aya que, si elle tenait tant à aider, elle n'avait qu'à y aller toute seule. En plus, elle a ajouté qu'Aya était bien trop faible pour faire une quelconque différence. Aya a cessé de discuter, ses pensées se tournant vers Fuku. Elle se rappela comment il avait toujours aidé, et comparé à lui, elle se sentait complètement inutile. Elle a mangé la noix en silence, et Fuku l'a appelée, lui demandant de se dépêcher. Pendant ce temps, Kawada et deux autres se faufilaient derrière Aya, prévoyant de s'attribuer le mérite de ses actes. S'il pouvait obtenir la bénédiction de Merkar, il pensait qu'il deviendrait encore plus riche qu'il ne l'était déjà. Fuku, ouvrant la voie avec son épée, n'avait aucune idée de la conspiration. Nous, à l'intérieur d'Aya, avons commencé à briller. Soudainement,